Cela fait 3 heures que nous attendons. Enfin, les pick-up de la gendarmerie nigérienne arrivent. Juste le temps de sauter dans la voiture, notre convoi peut partir. Nous sommes au Niger. Au bout de cette route, Arlit, la ville où Areva exploite les mines d'uranium. Sur les 400 derniers kilomètres du parcours, une escorte militaire est obligatoire. Interdiction absolue de filmer, nous travaillons en caméra cachée. Depuis mai 2007, des Touaregs ont pris le maquis. Ils attaquent parfois les convois. Le gouvernement nigérien interdit aux journalistes d'aller à Arlit. Si vous voulez aujourd'hui aller au Niger, au nord Niger, mais vous pouvez y aller. Mais nous, en tant qu'État, on ne peut pas vous accorder cela. Ça veut dire que si on vous prend sur le champ de bataille, c'est comme vous êtes identique à ces gens qui ont pris les armes. Ceux qui veulent mourir n'ont qu'à aller. À cause des rebelles, nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans les mines, les conditions d'exploitation, la pollution. Ce voyage, entre la capitale Niamey et Arlit, est notre 3e tentative. À 200 km du but, nouveau contrôle à l'entrée de la ville d'Agadez, tout le monde descend. Nous nous sommes fait passer pour les membres d'une organisation humanitaire. Tous nos papiers sont en règle. La police les examine, refuse nos autorisations, saisit nos passeports, nous oblige à faire demi-tour. Nous n'arriverons pas jusqu'à Arlit. Notre couverture nous a servi à une seule chose, éviter la prison. Entrons dans la zone des champs de bataille. Pourquoi ces hommes se sont révoltés? Pourquoi font-ils des embuscades, prennent des otages, menacent les mines? Dès que les voitures s'arrêtent, ils se jettent sur leur radio à l'affût des stations francophones. Les enfants sont 3 enfants du Tchad vers la France. Décision à l'instant. Juge d'instruction qui la tient sur place à Djamena. Et qui arrive en téléphone, à savoir l'implication des populations autochtones dans la gestion et justement de ces revenus miniers. Nous passons notre première nuit avec eux. Parce que les populations de cette... Peu à peu, la confiance s'installe. Il y a les journaux privés, ils parlent de nous, des choses. Et le lendemain, il y a les propriétaires des journaux, ils les trouvent dans les prisons. Donc c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, on n'est pas une liberté de presse chez nous, ici. Et il n'y a aucune, donc c'est interdit même donc, sur les journaux privés, ils vont parler des MNJ ou bien des problèmes qui se passent au nord du Niger. Nous comprenons que faire parler d'eux grâce à des coups d'éclat, c'est un moyen d'exister politiquement. Et faire peser une menace sur Areva et l'approvisionnement de la France en uranium entre dans la même logique. Nous ne voulons pas de l'uranium pour faire une bombe atomique. Nous ne sommes contre personne. Nous voulons simplement partager cette ressource et qu'on sente que notre ressource nous profite à quelque chose, à notre niveau de vie et à la préservation de notre environnement. Le lendemain matin,
En attendant l'arrivée des chefs, notre escorte nous emmène sur les lieux d'un massacre qu'aurait perpétré, selon elle, l'armée nigérienne. Devant nous, il y a les chameaux, et à gauche, il y a les corps des 9 personnes tuées sous un petit monticule. Nos guides veulent nous montrer des preuves. Voici la carcasse d'un des chameaux. D'accord. Ça, c'est les premiers chameaux. Le bien le plus précieux des Touaregs. D'après eux, celui-ci a été en partie mangé par les soldats. Un peu plus loin, un tas de pierres. Des douilles sur le sol. Sous les cailloux, quelques restes humains. Le gouvernement nigérien massacre notre population pour avoir les mains libres et pour pouvoir exploiter les richesses minières à son seul profit. Il fait massacrer les gens pour qu'il n'y ait pas de témoins qui puissent le déranger dans cette exploitation. Et tout ce qui peut le déranger, il veut l'éliminer. Impossible pour nous de confirmer ou de démentir ces affirmations. Alors que nous retournons au camp, nous assistons à l'arrivée des chefs de retour de mission. Ce sont les hommes les plus redoutés et recherchés du pays. Avec eux, une grosse centaine de combattants. On nous explique que ce n'est qu'une partie des troupes, qu'ils sont 3500 au total, mais qu'ils doivent rester dispersés par mesure de sécurité. Une dizaine de véhicules, des armes de poing, 4 mitrailleuses lourdes. Une guérilla, pas une armée de conquête. Le chef de la résistance, président du mouvement nigérien pour la justice, Arali Alombo, souhaite nous parler. On déploie quelques tapis, l'instant se veut solennel. Je me bats pour une cause qui touche ma communauté, pour l'avenir de quelque chose d'une maladie que nous avons depuis longtemps, qui touche notre existence dans la région. Soudain, un drôle de bruit dans le ciel. Quelqu'un tire une rafale. L'engin est invisible. C'est un drone, un avion d'observation sans pilote. L'entretien reprend. Depuis 47 ans d'exploitation, il n'y a jamais eu 5 francs pour cette population. Quelle exploitation? Minière. Il y a l'uranium, la Cominac, Somaïr. Donc depuis 47 ans, il n'y a aucun franc qui tombe pour cette communauté de la région. Nous avons demandé 50% de ce pourcentage. Mais peut-être on peut discuter, mais la première des choses que nous demandons, c'était 50% de ce pourcentage. 50% des revenus des mines d'uranium pour améliorer la vie des populations touaregs. C'est sur ce mot d'ordre qu'ils espèrent soulever toute la région. Tous les jours, on assiste à des arrivées et des nouveaux recrues. Ceux qui sont expérimentés vont directement dans les groupes d'opération. Ceux qui ne sont pas formés vont dans les compagnies, dans les camps de formation. L'alignement de les rangs de la colonne. Regardez toujours à gauche. Il faut montrer sa force, impressionner, faire parler de sa cause. Oui, un ennemi envers vous. D'accord. Ok, on vous amène les renforts. Reçu.
La démonstration a lieu à 45 km des mines d'uranium. Une distance infranchissable pour ces rebelles, car ces mines sont protégées par l'armée nigérienne, trop puissante pour un combat frontal. Seule tactique possible, le harcèlement. Avancez debout! Avancez! Aucun pays du monde ne nous aide. On s'aide nous-mêmes, on fait nous-mêmes auprès de l'armée. On n'a pas besoin, on n'a pas eu des aides d'un pays ou quelqu'un qui nous soutient, comme le dit le Niger. C'est leurs propres armes. Et ils vont les voir, les voilà. Le véhicule là, il vient du Niger. Il ne vient pas de la Libye, ni de l'Algérie, ni de la France. Cette arme-là, elle a été saisie à Tazerzeit, au moment de l'attaque de Tazerzeit. C'est là où on avait pris avec les militaires. C'était 5 véhicules. C'est celui-là, les autres sont en mission. Ça veut dire que toutes vos munitions, toutes vos armes, vous les saisissez sur le terrain? Sur le terrain avec l'armée nigérienne. Auprès de l'armée nigérienne, dans ces missions, dans ces postes avancés, nous les attaquons, nous prenons leurs armes, nous faisons des prisonniers, nous faisons des morts. Des prisonniers, il y en avait une trentaine ce jour-là. Pas de grillage ni de mur, impossible de s'enfuir à pied dans la montagne. Ah oui. Ce sont des militaires de l'armée nigérienne capturés dans une embuscade. Vers 5h20 après la prière de Fajir, qu'on a été attaqué par le mouvement nigérien pour la justice. Donc le combat a duré plus de 5 heures de temps. Par après, l'ennemi était plus fort que prévu. Donc on est obligé, comme on a perdu assez d'éléments, on est obligé de se rendre. Depuis notre passage, ces prisonniers ont été libérés. Mais les rebelles Touaregs en ont pris et libéré d'autres. Ils ont même enlevé pendant 48 heures des ingénieurs d'Areva. Jusqu'où les rebelles Touaregs du MNJ sont-ils prêts à aller? Il n'y a pas de bonne guerre, il n'y a pas de belle guerre et les sociétés minières, les partenaires, tous les partenaires qui sont intéressés par l'uranium vont faire les frais de cette situation de guerre. Donc les usines vont être attaquées, les axes routiers vont être maîtrisés, en tout cas dérangés, parce que nous savons que pour qu'on nous entende ou qu'on nous écoute par rapport à nos revendications futures, il faut qu'on attaque les nerfs économiques qui intéressent et le Niger et les partenaires au développement. Notre séjour s'achève au milieu de ces menaces. Notre premier contact avec la bataille de l'uranium commence par le défi de ces hommes. Et la réaction du gouvernement nigérien est prévisible. On ne négocie pas, on ne discute pas l'arme à la tempe. Nous ne sommes pas dans une rébellion. Au Niger, c'est des bandits, c'est des individus comme vous et moi qui ont dit non à la loi, qui ont pris des armes contre la République. C'est une insurrection très mal inspirée que rien au préalable ne saurait justifier. Cela fait pourtant près de 40 ans que la pression monte lentement dans cette région du monde. 1972. Ce qui allait devenir plus tard Areva s'appelait alors la Cogema et inaugurait l'exploitation d'Arlit. La France s'extasiait sur ces machines et cette technologie installées dans une région semi-désertique au nord du Niger. La Cogema, associée à des partenaires européens, créait 2 compagnies minières, la Somaïr et la Cominac. L'État français était largement majoritaire. L'État nigérien n'était indépendant que depuis une dizaine d'années et n'avait pas les moyens d'investir. Il ne percevait que des dividendes concédés par l'État français. Le Niger pour la France, c'est un enjeu stratégique. Parce que d'abord, c'est un pays qui à l'heure actuelle produit à peu près 8%
d'uranium disponible dans le monde. C'est un pays avec lequel la France, pour des raisons historiques, entretient des relations privilégiées. Et donc c'est un fournisseur qui, je dirais, sur le plan politique, est un fournisseur a priori sûr. Je crois qu'il y a un côté sécurité d'approvisionnement. C'est un pays qui a besoin de vendre son uranium parce que c'est une de ses ressources importantes. Il y en a d'autres au Niger. Et donc pour la France, c'était en quelque sorte un acteur privilégié et ça tient largement à des raisons historiques. À l'époque, le pétrole était bon marché et le nucléaire faisait peur. Très peur même après l'accident de Tchernobyl. Mais la France voulait son indépendance énergétique. Il lui fallait de l'uranium. Pour le Niger, c'était une aubaine. Le minerai est encore aujourd'hui sa principale exportation. On n'est pas du tout dans une relation de rapport de force. C'est pas comme ça qu'on imagine un partenariat. Comment imaginer un partenariat à 40 ans, puisqu'on se projette sur les 40 autres années qui vont venir, dans un relationnel de conflit. C'est pas du tout ça. C'est pas notre esprit. Quand le prix du pétrole monte, ceux qui font de l'électricité avec du pétrole voient le prix de l'électricité monter fortement. Le gros avantage du nucléaire, c'est qu'il permet, en principe, une stabilité relative des prix de l'électricité, puisque cette électricité est produite avec une technologie qui, en principe, a des coûts maîtrisés par le pays qui fabrique les centrales nucléaires. Alors, il peut y avoir une dérive des coûts parce que le prix des matériaux augmente, le prix de l'acier augmente, etc., etc. Mais le prix du minerai lui-même ne compte pas beaucoup dans le prix de revient de l'électricité. C'est d'ailleurs un des gros arguments qui avait été invoqué au moment du fameux plan Mesmer de 1974, accélération du programme électronucléaire, pour justifier à la fois la stabilité des prix de l'électricité sur le long terme et aussi une indépendance énergétique pour la France. Avec l'envolée du prix du pétrole, beaucoup de pays retrouvent des vertus au nucléaire. Areva, numéro 1 mondial, est désormais montrée en exemple. Elle vend sa technologie à de nouvelles puissances comme la Chine et l'Inde. Et ces pays cherchent à leur tour de l'uranium pour alimenter leurs centrales. Le Niger a de nouveaux clients. Tout le monde gagne au développement du nucléaire. Le Niger a intérêt évidemment à diversifier ses exportations pour des raisons de sécurité et puis faire jouer un petit peu, je dirais, les lois du marché lorsque la demande est forte. En même temps, le Niger sait qu'Areva, c'est un leader mondial dans le domaine du cycle du combustible, qu'Areva paie rubis sur l'ongle. Donc, je dirais, c'est une politique où il faut être prudent quand même. On ne peut pas se passer, je dirais, le Niger ne peut pas se passer totalement d'Areva, et du moins à court terme, mais je dirais que à court terme, la France et Areva ne peuvent pas vraiment se passer du Niger. C'est dans ce cas-là qu'on trouve toujours un bon compromis. Et ce compromis a été vite trouvé. Quels que soient leurs ressentiments respectifs, ni le Niger ni Areva ne peuvent se permettre de devenir des ennemis. Nous avons vu, après un bref constat historique, qu'on est exploité, que nos ressources sont mal gérées, qu'il y a quelque part anguille sous roche et il faut apporter un rééquilibrage. C'est cela qui a été fait. Et nous l'avons dit hautement à Areva. Une mission s'est déplacée. Elle a rencontré le gouvernement, je me rappelle, le 1er mars 2007. Et nous leur avons dit tout ce que nous pensons. Que plus jamais ça, on n'acceptera plus notre uranium comme les années antérieures. On veut revaloriser le prix de nos matières premières. C'est un choix simple. Et je pense qu'Areva est un partenaire qui nous a compris. Et aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre. Quelques individus d'Areva ont voulu créer une tempête dans un verre d'eau. On les a ramenés à la raison. On a chassé son directeur, on a remis les choses et on a dit, monsieur, madame, c'est à prendre ou à laisser. C'est très simple, c'est une équation à une inconnue. Et nous avons réglé le problème comme ça. Niamey, la capitale du Niger. Sur les 13 millions de Nigériens, 800 000 vivent dans cette ville typiquement africaine. C'est dans ce désordre coloré que se décide peut-être l'avenir de l'énergie nucléaire française. Ici, le revenu moyen par habitant est de 300 € par an, l'un des plus faibles du monde. Alors personne ne conteste l'augmentation du prix du minerai d'uranium imposé à Areva. Ça fait 40 ans que l'uranium est exploité au Niger. Et pendant 40 ans, c'est Areva qui a tiré le maximum du profit.
puisqu'on a extrait au Niger 100 000 tonnes d'uranium. Et sur les 100 000 tonnes d'uranium extraites, le Niger n'a bénéficié que de 3 000 tonnes. L'augmentation du prix de l'uranium fait donc du bien au Niger. Mais à qui précisément? Jusqu'à présent, toutes les décisions concernant la répartition des richesses du pays ont été prises ici, dans le sud, mais pas au bénéfice des Touaregs du nord, là où pourtant se trouvent les mines. Maintenant, les populations locales, elles-mêmes, elles n'ont pratiquement rien gagné. Disons, elles ont gagné quelque chose. Elles ont gagné de la poussière, elles ont gagné la radioactivité, il y a eu plus de pollution, plus d'atteintes à l'environnement, donc notamment le pâturage, etc. Tout ça. La faune a été beaucoup dégradée, c'est ça que les populations ont eu. Donc il y a eu plus de pauvreté pour la population, plus de ressources pour Areva, un peu pour l'État du Niger, il n'y a rien eu pour les communautés, en tout cas pas grand-chose. Pour poursuivre notre enquête, il est évident qu'il faut aller voir comment sont exploitées ces mines. Mais officiellement, à cause de la rébellion des Touaregs, le gouvernement en interdit l'accès. C'est devenu tellement sensible. On veut empêcher coûte que coûte aux gens de rendre compte de la réalité à travers des images. Et ça, c'est grave. Hein? C'est très grave. Pour moi, c'est très, très grave. Malheureusement, les tournages sont très difficiles là-bas, hein. Ça c'est sûr, quoi. Évidemment, c'est lié aussi aux enjeux. Hein. Une bonne information peut ruiner tout ce qu'ils sont en train de faire. Et malheureusement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est du mensonge, c'est de l'arnaque, c'est le déni des droits des populations, etc. Donc les gens ne veulent pas que ça soit vu. Et maintenant, nous, on ne se décourage pas. On se bat, on utilise tout ça des stratagèmes pour trouver au moins un minimum dont on va rendre public pour que les gens soient au courant. Quand on cherche à voir Arlit avec des photos satellites, on obtient une tache un peu plus sombre que le sable à l'orée du désert, où les rues à angle droit font un quadrillage. Des images et des témoignages récents, nous avons fini par en trouver au cours de notre enquête. Ils sont rares, les voici. Quand on arrive de la capitale Niamey au sud, on entre par cette route barrée par une chaîne. Avant l'arrivée d'Areva, Arlit était un simple point d'eau à la sortie du désert. Aujourd'hui, il y a des magasins, des cafés, des garagistes, des écoles et des services. 80 000 habitants et une seule ressource, l'uranium. On ne vit pas à Arlit pour le plaisir, mais pour y gagner sa vie dans l'une des 2 exploitations qui barrent l'horizon à 7 km de la ville. Le bus de 7 h du matin. On travaille ici sous le régime des 3-8. Les mines ne s'arrêtent jamais. Elles n'emploient seulement que 4000 personnes, mais toute la ville dépend de ces 4000 emplois. À la Cominac, on creuse le minerai dans des galeries. 250 mètres de profondeur, 250 km de long. Une des plus grandes mines d'uranium sous terre du monde. 2000 tonnes de minerai par an. Cinq kilomètres plus loin, les carrières à ciel ouvert de la Somaïr, la 2e société minière exploitée par Areva. 1300 tonnes par an arrachées à coups d'explosifs, 1 km de long, 70 mètres de profondeur. Officiellement, l'endroit n'est pas secret.
Areva promet même d'ouvrir ses portes à celui qui le lui demande, mais se retranche derrière l'interdiction imposée par le Niger. C'est aujourd'hui l'un des endroits les plus inaccessibles du monde, sauf si on est employé par Areva ou si on a un permis spécial. Et ici, la quasi-totalité du personnel est nigérien, formé sur place. Un des rares Touaregs à parler librement des mines à Arlit s'appelle Al-Mustafa Al-Hassen. Employé d'Areva, il est chargé de la radioprotection à la Somaïr. Avec d'autres salariés des mines, il a créé une petite ONG pour défendre l'environnement et la santé des habitants. Tous ces montagnes que vous voyez ici, ça a été créé par Somaïr. Donc la première mine, la seconde mine, la troisième carrière plutôt, ainsi de suite jusqu'à Taza. Et l'état blanc que vous voyez ici, c'est l'état du stérile en fait radioactif, les déchets après traitement. Mais sinon, le reste des montagnes là, c'est de l'hystérile de la découverture, donc ce n'est pas tellement, ça c'est pas radioactif. Et malheureusement, toutes ces montagnes et ces dunes, c'est tout ce que les 100 000 tonnes d'uranium nous ont laissé ici. Extraire de l'uranium, cela consiste à concasser d'énormes quantités de pierres, les traiter à l'acide sulfurique, puis avec de l'eau tirée des nappes phréatiques locales. La partie exploitable, c'est de l'uranate, plus connu sous le nom de yellow cake, le gâteau jaune. Il est enfermé dans ces bidons bleus. C'est sous cette forme qu'il arrivera en Europe. Le reste s'entasse en d'immenses collines, des millions de tonnes laissées à côté des mines. Cette forme d'exploitation soulève aussi de la poussière, beaucoup de poussière. Poussée par un vent fréquent et souvent violent, cette poussière envahit la ville et vole au-delà sur des dizaines de kilomètres. Et selon le laboratoire indépendant, la CRIRAD, ce n'est pas sans conséquence. Le résidu d'extraction de l'uranium, c'est une boue très fine, très concentrée, qui contient plus de 80% de la radioactivité initiale du minerai, 500 000 becquerels par kilo, avec des éléments radioactifs très radiotoxiques par ingestion ou par inhalation, et à période très longue. Or, ces boues radioactives, on parle de plus de 20 millions de tonnes à Arlit, sont stockées à l'air libre. Une situation qui, sur le plan de la radioactivité, n'est pas du tout satisfaisante et dans certains cas est même carrément inacceptable. Areva exploiterait-elle depuis 40 ans ces mines au Niger en disséminant des poussières radioactives? Son porte-parole pour l'activité minière s'appelle Yves Dufour. Il est géologue de formation et va souvent sur place. Lorsqu'on est en plein désert, la façon la plus correcte, la plus rationnelle pour stocker ces résidus minerais, c'est à l'air libre. Il se trouve que ces résidus minerais, lorsqu'ils sortent de l'usine de traitement, sont très humides, assez liquides. Et lorsqu'on a un produit liquide et humide, il ne s'envole pas au vent. Il sèche très vite. Et il suffit de se marcher sur ces résidus. Je l'ai fait, je vais marcher sur les résidus miniers pour voir qu'il y a une croûte épaisse qui se forme au séchage très rapidement. Ce qui fait que les poussières radioactives ne partent pas de ces tas de résidus. Alors, il ne suffit pas de le dire, il suffit de le vérifier. Alors, on l'a vérifié, nous. Le Niger le vérifie, et on l'a fait vérifier tout récemment par l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est un organisme indépendant, un très gros organisme scientifique dont la réputation internationale n'est plus à démontrer, et qui a montré que ces mesures d'environnement respectaient les standards internationaux. Lorsqu'on lit ce rapport, on constate que les choses sont beaucoup plus nuancées que l'affirme Areva. Il ne conclut jamais à l'absence de contamination. Il donne surtout des indications techniques. Ce tableau, par exemple, relève la radioactivité des poussières sur le sol. En vert, les jardins, le sol a été remué, la poussière s'est envolée ou a été enfouie. En rouge, les endroits où elle se dépose, poussés par le vent. La radioactivité y est 20 fois plus élevée. Il n'y a pas que l'air qui est contaminé à Arlit. Tout le matériel utilisé dans les mines est récupéré. Le plus souvent, il a été volé par les habitants pour être recyclé.
Les véhicules irradiés à force de manipuler du minerai, les roues, les câbles, les tuyaux, les ferrailles de toutes sortes. En 40 ans d'exploitation, beaucoup de métal s'est disséminé en ville. Il sert à tout, réparer des meubles ou des voitures, faire les charpentes des nouvelles maisons. Il est même parfois transformé en casserole ou en saladier. Et par exemple, ici c'est la même chose. Donc ça c'est aussi un con qui a servi à l'usine et qu'on a amené ici. Donc quelqu'un va l'acheter, soit il va l'amener chez lui, ou il va faire une maison. Ou il va le mettre dans sa maison et comme ça il aura l'occasion de contaminer ses enfants. Rien du tout. Et ainsi de suite. 71. Ça fait combien? 71 chocs toutes les 30 secondes. La norme c'est 20. Il y a quelques mois, la CRIRAD a recueilli des échantillons en provenance de ces tuyaux contaminés. Et lorsqu'on va approcher progressivement cet objet, on voit que déjà, même à quelques dizaines de centimètres, on sent le champ de radiation qu'il émet. Et au plus près, au contact, on atteint des niveaux qui sont de l'ordre de 10 fois supérieurs au niveau normal. Et pourtant, on n'a que quelques dizaines de grammes. Donc vous imaginez que lorsqu'il s'agit de l'ensemble de la tuyauterie contaminée, le champ de radiation est encore plus important. Et ce qui est tout à fait anormal, c'est que les personnes qui vont utiliser ces ferrailles vont recevoir à la fois ce rayonnement gamma invisible mais très puissant qui peut créer des lésions cellulaires et induire des cancers, et qu'en plus, ils peuvent, en fonction de ce qu'ils vont faire du tuyau, s'ils le meulent, s'ils le soudent, respirer des poussières radioactives, voire même en ingérer si par exemple le tuyau est utilisé pour de l'arrosage. Aujourd'hui, Areva empêche les vols de matériel usagé. Mais personne ne connaît la quantité de métal radioactif concentré dans les maisons d'Arlit. L'information qui circule est toujours présentée sous un jour optimiste, d'autant que les effets des irradiations n'apparaissent qu'au bout de plusieurs années. L'immense majorité de la population d'Arlit n'a pas conscience de ce qui la menace. Un des problèmes importants à Arlit, c'est qu'on est en plein désert. Or, pour fournir de l'eau à la population, mais aussi pour le fonctionnement des usines, les filiales d'Areva utilisent de l'eau d'une nappe fossile, c'est-à-dire qui n'est pas renouvelable. À peu près 40% de cette eau est utilisée d'ailleurs pour la production de l'uranium. Ces activités industrielles vont entraîner un accroissement de la contamination en uranium de ces eaux. Et d'ailleurs, les mesures que nous avons faites nous-mêmes, plus les résultats transmis par d'autres laboratoires, montrent que certains des puits ont une contamination en uranium et en radium qui conduit à la fin de l'année à des doses supérieures aux critères de l'Organisation mondiale de la santé. C'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'Areva prenne des mesures concrètes pour protéger les nappes phréatiques contre cette radioactivité. Et ce qui est choquant, c'est qu'au lieu de reconnaître cette situation, Areva continue dans ses documents officiels, y compris à 2008, à prétendre que les contrôles chimiques, bactériologiques et radiologiques qu'effectue Areva ne montreraient aucune contamination, ce qui est faux. Les chiffres de l'IRSN confirment la contamination de l'eau. Sur un des puits testés, elle est même du double de celle qui a été constatée lors de la fuite à Tricastin au sud de la France. Mais cette radioactivité, quelle pathologie déclenche-t-elle exactement ? C'est la question que nous avons posée à l'association Médecins du Monde. Elle conduisait la dernière mission médicale qui a eu l'autorisation d'aller à Arlit il y a quelques mois. Les risques sanitaires les plus importants, c'est effectivement des dégénérescences malignes pour les os. Il y a beaucoup de tumeurs malignes des os. Il y a la destruction du rein, progressive du rein. Et ce n'est pas un cancer, mais ça ne vaut pas guère mieux, puisque vous êtes condamné après à avoir des dialyses rénales 2 à 3 fois par semaine toute votre vie.
Et puis, il y a effectivement aussi, a été décrit, des fibroses pulmonaires, cancérigènes, et des atteintes aussi à la périphérie de ces organes-là du système lymphatique, des ganglions. Nous avons créé au Niger 2 hôpitaux. Un hôpital minier pour la mine de Somaïr, un hôpital minier pour la mine de Cominac. Lorsqu'on a créé ces mines il y a 40 ans, on s'est basé, on s'est fondé sur le statut du mineur français, qui était le statut le plus évolutif en matière sociale dans le monde. Donc voilà pourquoi on a créé des infrastructures sanitaires pour soigner nos mineurs. L'objectif, c'était de soigner nos mineurs, prendre soin de la santé de nos mineurs en plein désert. Autour de la ville minière qui s'est créée à Arlit, ville minière où résident nos collaborateurs, nos mineurs, sont venus s'installer des populations qui ont souhaité se sédentariser. La ville minière qui faisait 20 000 personnes à l'origine est devenue une grande ville de 80 000 personnes. Ces populations n'avaient pas d'infrastructure sanitaire. Et le temps passant, bien sûr, elles sont venues demander à nos hôpitaux de pouvoir bénéficier des soins dont bénéficiaient nos collaborateurs et leurs familles. Ce que nous avons accepté. Aujourd'hui, les 2 hôpitaux de Somaïr-Cominac soignent toutes les populations d'Arlit et les soignent gratuitement. Ces 2 hôpitaux ont la réputation d'être les mieux équipés de tout le Niger. Appareils, personnel médical, tout est payé par Areva. Ce sont aussi les seuls à pouvoir recenser les maladies liées à la mine. L'endroit est fréquenté par toute la population locale dès le moindre bobo. Mais pour les cas plus sérieux, les hôpitaux d'Arlit se sont-ils donné les moyens techniques de dépister et de traiter les maladies que provoque une contamination par radioactivité? Globalement, l'offre de soins n'est pas de niveau à pouvoir prendre en charge ce type de malade. Vous le savez, pour suivre, traiter des malades cancéreux, il faut des plateaux techniques très lourds. Et ça, c'est peut-être pas tellement la question du médicament, encore que, ça doit se poser, mais je pense que c'est surtout la capacité diagnostic, suivi, vous voyez, et mise en branle de toutes les thérapeutiques qui vont des antimitotiques au traitement par les rayons et peut-être par encore d'autres choses. Donc, non, ça c'est clair que ça ne peut pas se passer là. Il y a quelques mois, une mission du juriste est venue à Arlit évaluer les compétences et l'indépendance du dépistage médical. Les médecins sont des médecins tout à fait compétents. Il n'en reste pas moins que ce ne sont pas des spécialistes en matière de radioactivité et que bien souvent, ils sont peut-être passés à côté de problèmes sanitaires liés avec la radioactivité qu'ils n'ont pas pu ou su détecter. Par ailleurs, il nous est apparu quand même que ces médecins, étant des salariés de l'entreprise, les diagnostics qui pouvaient être posés n'étaient pas toujours forcément peut-être ceux qu'un médecin indépendant aurait posés, car nous avons remarqué que tout au long de l'activité de ces médecins et de ceux qui ont pu exercer sur place, quasiment pas de maladie professionnelle n'a été déclarée. En réalité, 2 cas de maladies professionnelles ont été reconnus en près de 40 ans d'exploitation des mines. Si cela reflétait la réalité, Arlit serait un paradis pour la santé publique. Si c'est inexact, cela veut peut-être dire qu'il y a beaucoup de cas de contamination non identifiés. Combien ? Impossible à estimer. Et cette question du nombre de malades qui s'ignorent pourrait prendre une importance considérable dans les années à venir. S'il y a des contaminations et qu'elles sont avérées résultantes d'une contamination radioactive, là pour le coup, ça va coûter cher à Areva si elle devait indemniser ces personnes de ce fait. Si des cas de maladie étaient identifiés, ce qu'on a proposé, c'est que ce soit le système français d'indemnisation qui soit la référence dans ces pays où des systèmes d'indemnisation sociale et sanitaire n'existent pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'Areva est prêt à payer ?
nous avons dit que nous aiderions les caisses à appliquer le système français. Comment on le fait pour nous? Pour qu'on ait... La question que vous posez semble dire que tout le monde est malade de l'uranium au Niger. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, ni vous ni moi ne pouvons dire ça. Laissons faire les médecins, laissons faire les médecins. Pour obtenir des indemnités, le Niger peut-il se permettre un bras de fer avec Areva? Le minerai d'uranium, c'est près de la moitié des exportations du pays et un seul client capable de l'extraire pour l'instant, Areva. L'attaquer, c'est prendre le risque de le faire fuir. C'est aussi faire peur aux autres sociétés étrangères qui veulent s'implanter ici. Je pense là à l'indemnisation, ça, il ne faut pas y compter parce que aucun tribunal ne pourra avoir de base scientifique pour condamner. Par contre, on peut concevoir que le gouvernement du Niger exige d'Areva une meilleure utilisation, enfin, un réenfouissement de ce qui a été extrait et ne pas utilisé, qui est un petit peu radioactif, un peu plus que la norme, on va dire. Mais, et puis, alors là, ça coûtera un peu. Là, ça coûtera un peu à Areva. Donc, ils vont négocier. Areva va-t-elle changer ses méthodes? Nous sommes ici à une centaine de kilomètres au sud d'Arlit. L'endroit s'appelle Imouraren. Areva vient d'y obtenir une autorisation d'exploration. Dans quelques mois, s'élèvera ici une troisième mine, une carrière, plus gigantesque encore que celle d'Arlit. Al-Mustafa Alassane y est déjà avec son petit compteur Gégère. Chaque petit monticule de terre, c'est un sondage. Areva a eu l'autorisation du gouvernement nigérien. Ils sont venus s'installer ici, sans au préalable même sensibiliser, informer au moins la population qui est ici. Et donc, plus fort raison à attendre que cette population soit sensibilisée. Imouraren ressemble à ce qu'Arlit était avant l'arrivée des mines. Les quelques rares habitants sont des bergers nomades qui ont été éloignés pour permettre à Areva de travailler plus facilement. C'est un test pour tous ceux qui veulent s'implanter dans la région. Sur cette carte du Nord Niger, voici la zone Touareg. En gris, les zones exploitées par Areva. En rouge, les zones de prospection attribuées aux Chinois, Indiens, Australiens, Canadiens et autres. Près d'une trentaine de permis délivrés par le gouvernement nigérien. En blanc, ce qui reste à attribuer. C'est la moitié du pays Touareg, presque toute la zone nomade, qui est proposée aux compagnies minières. Depuis ses refuges de la montagne de l'Aïr, Arali Alombo, le chef de la rébellion, regarde avec une colère froide la bataille commerciale qui se joue sans lui sur ces terres. Les gens qui vivent dans ces régions, ce sont des gens qui suivent leurs troupeaux, qui ont un autre mode de vie des animaux, comment les traiter, comment vivre avec ces animaux. C'est tout à fait leur culture, comment ils s'organisent, comment essayer d'avoir d'autres peut-être qu'ils peuvent vendre dans les villes, et ainsi de suite. Donc, et ça c'est notre culture, ce nomadisme dans ces régions. Et maintenant, si le gouvernement autorise des permis d'exploitation dans cette région, d'installer des sociétés, de nouveaux matériels, des camions, donc ces gens, cette population, elle est obligée d'abandonner la région. C'est là qu'ils trouvent des problèmes. Ces gens n'ont pas l'habitude de payer de l'eau, ils n'ont pas l'habitude de payer des bois, ils n'ont pas l'habitude de payer de l'électricité. Ici, dans les villes, tout est payant. Et il faut avoir un travail d'abord. Et si les gens n'ont pas de travail, il faut qu'ils demandent la charité devant tout le monde. Et ça touche la crédibilité de notre culture aussi. Le pays Touareg, ce n'est pas que du désert. Dans la montagne de l'Aïr, l'environnement sauvage est classé par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Juste au-dessus des plaines désertiques où sont les mines d'uranium, il y a des vergers. Sous les barkas, agriculteurs touaregs
est très fier d'entretenir un de ces petits miracles de la nature. Traditionnellement ici, on cultive des oignons, des dattes, des citrons et des oranges que les caravanes vont vendre en ville à des centaines de kilomètres. Regardez ces fruits, comme ils sont beaux. Ils sont naturels, ils ne sont pas pollués. Ils ont des feuilles brillantes et de qualité, c'est joli, c'est vert. Et quand on les emmène au marché, on est fiers. Suivez-moi, venez voir. J'ai de plus en plus d'arbres malades. Regardez ce palmier dattier. C'était un de mes plus beaux arbres. Et vous voyez, les branches sont devenues toutes petites. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que ça vient des mines d'uranium. Quand le vent est très violent, la poussière arrive jusqu'ici. Et voilà le résultat. Ces fruits du désert, c'est la seule ressource de la région. Ou plutôt, c'était. Car aujourd'hui, les rebelles contrôlent la zone. Les routes sont coupées. Quand seront-elles rouvertes? Et même, le seront-elles un jour? Cette bataille de l'uranium, les Touaregs ne peuvent pas se permettre de la perdre. C'est de cela dont ils discutent dans leur conseil de village. Comment obtenir un partage des richesses de l'uranium et défendre leur territoire sans passer pour des extrémistes? Le gouvernement nigérien, lui, reste muet. Il ne faut pas faire peur aux compagnies minières qui s'installent. Et Areva voudrait pouvoir bénéficier de ces 40 années d'investissement en paix.